Un policier raciste a rasé la tête d'un homme noir au tribunal, puis s'est figé lorsqu'il a pris la parole. Desmond Carter se levait avant le soleil. Ses matinées étaient calmes, méthodiques, un rythme appris au fil des années à concilier famille, études et travail. Il se prépara une modeste tasse de café noir, veillant à ne pas réveiller son jeune frère Malik, qui venait de terminer un service de nuit à l'entrepôt. L'appartement était petit, mais impeccable. Chaque surface témoignant d'un homme qui valorisait l'ordre, la clarté et la détermination. Leur mère avait emménagé chez leur tante après le décès de leur père, mais Desmond tenait absolument à conserver l'appartement. C'était sa façon d'ancrer ce qui restait de leur monde, de perpétuer un peu du souvenir de son père. À 29 ans, Desmond était devenu ce genre d'homme que l'on appellerait la force tranquille. Il affichait une attitude posée, toujours chemise repassée, chaussures cirées et ses épaisses mèches soigneusement attachées derrière la tête. Son apparence n'était pas une question de vanité, mais de dignité. Chaque matin, avant de quitter la maison, il se regardait dans le miroir non pas pour déceler des défauts, mais pour s'assurer qu'il était prêt. Il représentait plus que lui-même désormais. Assistant juridique auprès du juge Raymond Shaw, Desmond progressait lentement vers son rêve de devenir juge. Un rêve dont son père murmurait fièrement, à l'époque où le monde avait encore un peu plus de sens. Sa mallette, offerte par son père lors de son admission à la faculté de droit, contenait des notes soigneusement classées, des dossiers judiciaires et un journal relié en cuir usé où Desmond griffonnait ses réflexions sur la justice, la morale et la philosophie du droit. Il la considérait comme sacrée, non seulement par sentimentalité, mais parce qu'elle lui rappelait que le véritable changement ne se fait pas par l'écrit, mais par la structure, la patience, en résistant au système qui cherchait à vous briser. Ce soir-là, Desmond resta plus tard que d'habitude au tribunal, aidant à préparer les dossiers pour un procès pour garde d'enfants. Il partit un peu après 21 heures, épuisé mais satisfait. Les rues étaient plus calmes que d'habitude, les lumières de la ville bourdonnant d'une lueur familière. Il n'était plus très loin de chez lui lorsque des gyrophares rouges et bleus éclairèrent son rétroviseur. Son cœur ne battait pas la chamade, pas encore. Il vérifia sa vitesse. Il n'avait pas roulé trop vite. Son clignotant avait été actionné. Tout avait été fait dans les règles. Il ralentit jusqu'à s'arrêter sur le bas-côté, garant la voiture, les mains sur le volant. Les vitres à moitié baissées. Il avait lu les articles. Il connaissait les protocoles. Il savait que tout faire correctement ne protège pas toujours, mais c'était un début. L'agent qui s'approcha avait une démarche lourde, de ce genre qui dégageait une certaine autorité avant même d'avoir prononcé un mot. L'agent Ronald Briggs était un nom que Desmond connaissait. Briggs avait fait la une des journaux à plusieurs reprises. Félicité pour son courage lors d'une prise d'otage, montré une fois à la télévision embrassant le maire lors d'une cérémonie de remise de prix de la police. Mais il y avait aussi d'autres histoires, certaines qui n'avaient pas fait la une, celle sur sa gestion des contrôles dans les quartiers à majorité noire. Desmond se souvenait avoir entendu parler d'un incident 2 ans auparavant qui, mystérieusement, n'avait jamais été porté devant les tribunaux. Les affaires internes n'avaient pas trouvé de faute. Briggs ne commença pas par une salutation. Au lieu de cela, il demanda le permis de conduire et l'immatriculation avec une sévérité sèche et automatique. Desmond obéit sans hésitation, ses gestes prudents, sa voix mesurée, expliquant que son portefeuille était dans la poche intérieure de son blazer. Briggs ne répondit pas. Il observe simplement attentivement, la mâchoire serrée. Lorsque Desmond lui tendit les documents, Briggs les examina moins d'1 seconde avant de lui demander s'il avait bu. Il n'avait pas bu. Il le dit clairement. Il rentrait du travail au palais de justice. Il lui tendit même son badge du tribunal qu'il gardait à côté de sa carte d'identité. Briggs l'ignora. « Sortez du véhicule » ordonna Briggs d'un ton plus autoritaire. Desmond cligna des yeux, tenant toujours le volant. Il demanda, non par défi, mais avec une clarté constante,
la raison de l'arrêt. Il voulait comprendre. Était-ce un feu arrière cassé? Un virage mal interprété? Briggs plissa les yeux. Il répéta l'ordre. Desmond resta calme, mais un nœud commençait à se former dans sa poitrine. Il savait à quelle vitesse les choses pouvaient dégénérer. Il leva lentement les mains, s'avançant d'un pas délibéré. Son blazer bougea, révélant la faible empreinte de l'insigne du tribunal accroché à sa ceinture. Peu importait. Briggs avait déjà décidé qui il était. « Retourne-toi. » Desmond marqua une pause, l'incrédulité commençant à percer sa retenue. Il demanda à nouveau, à voix basse, pourquoi on l'arrêtait. Briggs fit un pas en avant. « Trouble de l'ordre public » murmura-t-il en attrapant les menottes. Il n'y eut aucune scène, aucune hausse de voix, aucune menace de violence. Juste le métal soudain et tranchant qui se referma sur les poignets de Desmond, et la finalité de tout cela résonna plus fort que n'importe quelle explosion. Desmond resta immobile, le regard fixé devant lui tandis que Briggs le poussait vers la voiture de patrouille. Alors qu'il se retournait, sa mallette glissa du siège passager. Le loquet s'ouvrit brusquement au contact du sol et son contenu se dispersa. Une pluie de documents, de bloc-notes jaunes et de documents judiciaires voltant sur le bord de la route comme des feuilles. Le journal en cuir atterrit face contre terre, ouvert sur une page où Desmond avait écrit plus tôt dans la semaine. La dignité est la dernière ligne de défense pour un homme qui refuse d'être brisé. Briggs ne se retourna pas. Desmond jeta un dernier coup d'œil à ses notes par la fenêtre avant que la portière ne se referme derrière lui. À cet instant, pas de salle d'audience, pas de badge, pas de diplôme de droit en cours. Juste l'intérieur froid d'une voiture de police et le bruit de l'avenir d'un homme qui se refermait derrière une porte en acier. La sirène ne hurla pas. Il n'y avait aucune urgence dans la façon dont Briggs s'éloigna. Juste une confiance désinvolte. Une suffisance qui venait de savoir que ce ne serait pas la première fois qu'un homme comme Desmond Carter était inculpé pour des accusations vagues, sans fondement, mais qui feraient néanmoins des siennes. Ce n'était pas une question de culpabilité, c'était une question de pouvoir, de contrôle. Desmond était assis, raide, les mains derrière le dos, sentant la pression des menottes s'enfoncer dans sa peau. Il gardait le regard droit devant lui. Il ne s'autorisait pas la dignité du deuil, pas encore, pas alors que les lumières de la ville se brouillaient devant sa fenêtre, et qu'une nuit autrefois ordinaire se transformait en un nouveau chapitre d'une histoire à laquelle il avait tant essayé de ne pas participer. Quelque part derrière eux, au bord de la route, des dossiers juridiques dansaient au vent. Une page de son journal, accrochée à un panneau de signalisation, figée là comme un témoin silencieux, oublié par l'agent, abandonné par l'homme désormais en garde à vue. Un rappel que même les plus dignes tombent, et que lorsqu'ils le font, le monde continue souvent d'avancer, indifférent au poids de ce qui a été pris. Desmond Carter passa la nuit dans une cellule de détention qui sentait l'eau de Javel et la rouille. Les murs étaient d'un gris terne, la peinture s'écaillait par endroits, révélant le métal froid en dessous. Les néons au plafond clignotaient par intermittence, projetant des ombres étranges qui dansaient sur le sol. Le banc sur lequel il était assis était dur et rigide, n'offrant aucun confort. Il se tenait droit, le dos droit, essayant de conserver un semblant de dignité dans un endroit conçu pour la lui ôter. Les autres détenus le regardaient avec curiosité. Son calme, ses dreadlocks soigneusement attachés et son silence posé le distinguaient. Certains raillaient, se moquant de son apparence et de sa nature réservée. Un homme ricana, se demandant s'il se croyait meilleur que les autres. Desmond ne répondit pas. Il savait que toute réaction pouvait être mal interprétée, dégénérée. Il se concentra sur sa respiration, régulière et contrôlée, une technique qu'il avait apprise pour gérer le stress pendant ses études de droit. Le matin arriva lentement. Les gardes se déplaçaient avec une indifférence éprouvée, interpellant les détenus par leur nom et les dirigeant vers les différentes zones de détention. Desmond fut conduit dans une petite pièce sans fenêtre où il rencontra son avocat commis d'office. L'homme était débraillé, la cravate de travers, les yeux injectés de sang par le manque de sommeil.
Il jeta un bref coup d'œil au dossier de Desmond avant de se lancer dans une rapide explication des accusations et des conséquences probables. Desmond écouta patiemment, n'intervenant que pour clarifier certains points juridiques. Il mentionna sa formation juridique, son travail de greffier et son désir de se défendre lui-même. L'avocat haussa un sourcil, sceptique, mais ne protesta pas. Il avait trop d'affaires et trop peu de temps. Plus tard dans la journée, Desmond fut escorté jusqu'à la salle d'audience. Le couloir qui y menait était bordé de photographies délavées d'anciens juges et de sommités du droit. Il les dépassa d'un pas mesuré, la tête haute. La salle d'audience contrastait fortement avec la cellule de détention. Des bancs en bois poli, le siège du juge élevé et imposant, le sceau de la justice bien visible derrière. Les vêtements de prison de Desmond lui tombaient amplement, mais il se tenait avec une assurance tranquille. À son entrée, les conversations s'apaisirent. La salle se tourna pour l'observer. Un homme noir au loques, marchant d'un pas décidé malgré les circonstances. Il prit place, la tête haute, attendant la procédure. L'agent Ronald Briggs entra peu après, son uniforme impeccable, l'air suffisant. Il scruta la salle, son regard se posant sur les cheveux de Desmond. Un sourire narquois se dessina sur ses lèvres tandis qu'il s'approchait du banc, murmurant quelque chose au juge. Le juge, un homme d'un certain âge à l'air las, se pencha en avant, écoutant attentivement. Après un bref échange, il s'adressa à la cour, déclarant que, pour des raisons de sécurité, les cheveux de Desmond devaient être coupés avant le début de l'audience. Un murmure parcourut la salle. Les yeux de Desmond se plissèrent légèrement, mais il resta silencieux, la posture inchangée. 2 gardes s'approchèrent de lui, tondeuses à la main. La salle les observa dans un silence stupéfait, tandis qu'ils commençaient à lui raser la tête. Des mèches de ses loques tombèrent au sol, chacune symbolisant son identité, son héritage, son parcours. Briggs observe avec satisfaction, son sourire narquois s'élargissant. Desmond ne broncha pas. Il fixait droit devant lui, l'air stoïque, refusant de donner à Briggs la satisfaction de le voir brisé. Lorsque les gardes eurent terminé, le sol autour de Desmond était jonché de ses cheveux. La salle resta silencieuse, le poids du moment pesant sur toutes les personnes présentes. Desmond se tenait là, chauve, mais impassible. Sa dignité demeurait intacte, témoignage de sa force intérieure et de sa résilience. Desmond Carter était assis seul dans sa cellule, le banc d'acier froid pressé contre son dos, les néons projetant une lueur crue sur les murs de béton. Le silence était assourdissant, troublé seulement par le cliquetis lointain des portes métalliques et le murmure occasionnel des voix résonnant dans les couloirs. Ses mains reposaient sur ses genoux, les doigts entrelacés, tandis qu'il fixait le sol jonché des vestiges de sa dignité. Ses dreadlocks, désormais coupés, gisaient en tas à ses pieds. Le poids de l'humiliation pesait sur lui, une force écrasante qui menaçait de briser le sang-froid qu'il avait si méticuleusement préservé. Des souvenirs envahissaient son esprit, vifs et implacables. Il revoyait les mains de son père, calleuses mais douces, tissées dans les cheveux de son jeune fils, un rituel d'amour et de fierté. « Ceci est ta couronne », avait murmuré son père, les yeux emplis de respect. « Ne laisse jamais personne te la prendre. » La chaleur de cet instant contrastait fortement avec la froide réalité de son état actuel, amplifiant la douleur dans sa poitrine. La nouvelle de l'incident se répandit rapidement dans la communauté juridique. Certains collègues exprimèrent leur indignation, s'élevant pour protester contre la violation flagrante des droits de Desmond. D'autres, en revanche, la jugèrent regrettable, mais nécessaire, invoquant les protocoles de sécurité et le décorum du tribunal. Quelques-uns abordèrent Desmond avec une inquiétude voilée, lui suggérant de plaider coupable pour accélérer la procédure et éviter un examen plus approfondi. Leurs propos, bien que maquillés d'empathie, portaient une nuance de résignation, une acceptation tacite de l'injustice. Desmond écouta, hochant poliment la tête, mais sa détermination demeurait inébranlable. Il savait qu'acquiescer non seulement trahirait ses principes, mais créerait également un précédent susceptible d'encourager de nouveaux abus.
Le système, aussi imparfait soit-il, devait être remis en question de l'intérieur. Fort de sa formation juridique et de son sens inébranlable de la justice, il a déposé une requête pour se représenter lui-même, affirmant son droit à l'autoreprésentation. Le juge, visiblement perturbé par l'audace de la demande, a accepté à contre-cœur une audience complète, la fixant à 2 semaines plus tard. Dans les jours qui suivirent, Desmond se plongea dans ses préparatifs. Il étudia les textes juridiques, décortiqua la jurisprudence et élabora méticuleusement ses arguments. La cellule, autrefois symbole d'enfermement, se transforma en un sanctuaire de sens. Chaque page tournée, chaque note griffonnée, renforçait sa détermination à affronter le système même qui cherchait à le rabaisser. À l'approche de l'audience, des rumeurs circulèrent au sujet de l'homme qui osait défier les conventions. Certains le considéraient comme un idéaliste téméraire, d'autres comme un modèle de résilience. Desmond, cependant, resta indifférent à leurs opinions. Il comprenait qu'il ne s'agissait pas seulement de se justifier personnellement, mais de remettre en question un discours qui avait longtemps marginalisé des voix comme la sienne. Dans les moments de silence précédant l'audience, Desmond se tenait devant le petit miroir de sa cellule, s'examinant. L'absence de ses cheveux était choquante, un rappel brutal de l'indignation qu'il avait subie. Pourtant, sous la surface, il voyait un homme intact, l'esprit intact. Il redressa sa posture, ajusta le col de sa chemise et se prépara à affronter le tribunal, non pas en victime, mais en redoutable défenseur de la justice. La transformation était totale. Desmond Carter, autrefois clair à la voix douce, se tenait désormais prêt à affronter les institutions mêmes qui avaient auto cherché à le réduire au silence. La salle d'audience l'attendait, inconsciente du jugement qui allait se dérouler. Les journées de Desmond Carter se succédaient dans un rythme de solitude et de détermination. Dans le confinement stérile de sa cellule, il avait trouvé un but, un moyen de s'élever au-dessus des circonstances qui lui avaient été imposées. N'ayant pour seul appui que son esprit, il se replia sur lui-même, se plongeant dans les textes juridiques, utilisant les maigres ressources à sa disposition. Il rédigeait ses requêtes avec une précision méticuleuse, une écriture soignée et précise, même lorsque la faible lumière de la cellule vacillait en signe de protestation. Les précédents étaient mémorisés, les arguments juridiques élaborés avec la finesse d'un homme déterminé à ne pas laisser cet instant le définir, mais plutôt à définir le système qui avait cherché à le briser. Il n'avait accès à aucune bibliothèque juridique, aucun moyen de consulter les revues ou manuels juridiques auxquels il était habitué. Mais dans les rares moments de calme, tandis que le bourdonnement de la prison s'atténuait, Desmond travaillait. Il rassemblait des dossiers, envoyait des lettres pour demander du soutien et des informations, et se construisait un réseau d'alliés, aussi rare soit-il. Ses connaissances juridiques et son esprit vif devinrent ses outils, qu'il maniait avec brio. Mais son allié le plus précieux était Jalen, un jeune gardien noir travaillant à la prison. Jalen avait remarqué la détermination de Desmond, son refus de s'effondrer, et ressentait un lien tacite avec lui. Discrètement, il commença à se glisser dans des livres, jurisprudence, décision de la Cour suprême, tout ce qui pouvait l'aider à se préparer. Les gestes de Jalen étaient modestes, apparemment sans conséquence, mais pour Desmond, ils étaient une bouée de sauvetage. Il lui rappelait que le monde extérieur ne l'avait pas oublié, et que même dans un lieu conçu pour l'isoler, il n'était pas entièrement seul. Pendant ce temps, le nom de Desmond commença à circuler. Les rumeurs sur son génie se répandirent au-delà des murs de la prison, atteignant les oreilles de ceux qui l'avaient autrefois encadré. Le juge Harper, un retraité qui avait autrefois pris Desmond sous son aile, apprit ce qui s'était passé. La nouvelle le frappa profondément, déclenchant une fureur sourde dans le cœur du vieux juge, qui avait vu bien trop de vies détruites par l'injustice. Harper, bien que désormais hors du circuit judiciaire, exerçait encore une influence dans certains cercles. Il demanda une faveur, exploitant ses relations avec une commission d'examen fédérale. Ses actions discrètes, menées hors de la vue et de l'ouïe du plus grand nombre, commençaient à déclencher une chaîne d'événements qui allait se propager au-delà, remodelant le récit si soigneusement contrôlé par les pouvoirs en place.
Desmond, sans le savoir, avait des alliés haut placés, et le combat qui se préparait allait dépasser le cadre d'une bataille entre un seul homme dans une salle d'audience. À l'extérieur de la prison, l'agent Ronald Briggs demeurait inébranlable dans son arrogance. Il se vantait bruyamment de ses actes, qualifiant les inquiétudes soulevées quant au traitement de Desmond de plaintes exagérées d'un homme remis à sa place. Il parlait souvent à ses collègues, racontant avec un sourire narquois les événements du tribunal, convaincu d'avoir humilié Desmond au-delà de toute réparation. Pour lui, c'était une victoire, une leçon pour tout homme osant défier l'autorité. Mais la prison commença à s'intéresser à Desmond. Les gardes murmuraient à son sujet, tandis que sa réputation grandissait. Certains le respectaient pour son intelligence, d'autres craignaient en silence sa défiance discrète. Il ne fallut pas longtemps avant que Desmond ne soit transféré dans une cellule privée pour sa propre sécurité. L'établissement avait pris conscience que Desmond n'était pas un prisonnier ordinaire. Il devenait un symbole de résistance contre le système même qui l'avait placé là. Et dans cette pièce silencieuse, dans la solitude de son nouvel espace, Desmond trouva le temps et l'espace pour réfléchir à ce qui s'était passé, au chemin parcouru et à la montagne qui s'étendait devant lui. Au cœur de la nuit, tandis que les bruits de la prison se transformaient en un murmure sourd, Desmond se tenait devant le petit miroir sale de sa chambre. Le reflet qui le fixait était différent. Il était chauve maintenant, ses dreadlocks, autrefois une couronne, symbole de son héritage et de son identité, lui avaient été retirés. Il leva les yeux, caressa la peau lisse de son crâne, sentant l'absence de ses cheveux qui avaient été une part si déterminante de lui. Mais tandis que son regard restait fixé sur ses propres yeux, il vit quelque chose de plus profond, un feu silencieux et brûlant. Il n'était pas brisé. La tondeuse avait arraché ses loques, mais elle n'avait pas touché son âme. Sa tête était peut-être nue, mais sa détermination était plus forte que jamais. Desmond ferma les yeux un instant, le poids de tout ce qui s'était passé pesant sur lui, mais il n'allait pas se laisser écraser. « Tu voulais que je sois brisé » murmura-t-il à son reflet d'une voix basse mais ferme. « Je ne le suis pas. » Ces mots résonnèrent dans le silence de la pièce. Une promesse faite à lui-même, une promesse faite à son père, une déclaration au système qui cherchait à l'anéantir. Le feu en lui n'avait pas été éteint, il avait seulement été attisé. Et maintenant, tandis que le silence de la prison l'entourait, Desmond comprit quelque chose que peu avaient jamais saisi. Il ne se battait plus seulement pour lui-même, il se battait pour quelque chose de plus grand, pour toutes les vies oubliées, pour toutes les voix réduites au silence. Et il était prêt à affronter la suite. Le matin de l'audience arriva avec une impatience palpable. Dehors du palais de justice, la tension était palpable. Les manifestants s'étaient rassemblés en masse, leurs chants s'élevant et retombant comme des vagues s'écrasant contre une falaise. Des pancartes brandies haut, défiant le système, leur message audacieux et inflexible, justice pour Desmond, mettre fin au profilage racial, nous exigeons des comptes. Les médias étaient présents en nombre, leurs caméras braquées sur les marches, tandis que les journalistes s'empressaient de capturer chaque instant. La scène à l'extérieur du palais de justice était chaotique, électrique, reflétant la gravité de la situation qui se déroulait à l'intérieur. Dans la salle d'audience, l'atmosphère n'était pas moins intense. La galerie était bondée de spectateurs, les yeux rivés sur le banc vide au fond de la salle. Les avocats chuchotaient entre eux, le murmure de leur voix se mêlant à quelques froissements de papier. L'huissier se tenait au garde-à-vous, attendant l'arrivée du juge, mais un léger malaise flottait dans l'air. La tension était telle qu'elle pouvait trancher au couteau. Et pour une fois, il semblait que la balance de la justice allait enfin pencher en faveur de la vérité. Desmond se tenait à la table des accusés, le dos droit, le visage serein et déterminé. Il portait un costume sombre, fraîchement repassé, son crâne chauve luisant sous les néons.
Son regard était fixe, ses pensées concentrées, malgré l'énergie chaotique qui l'entourait. C'était son heure. Il s'était battu pour cela, pour son droit de se tenir ici, dans cet espace, et d'exiger des comptes de ceux qui lui avaient fait du tort. Mais alors même qu'il se tenait prêt pour l'audience, il ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose était sur le point de changer, quelque chose de plus grand que ce qu'il avait anticipé. La porte du tribunal s'ouvrit et un silence sourd s'abattit sur la salle. Les spectateurs, les médias et même les avocats tournèrent tous leur attention vers l'entrée. La vue d'un fonctionnaire fédéral entrant dans la salle provoqua une vague de confusion. L'homme, vêtu d'un costume sombre, s'avançait résolument vers l'avant de la salle, l'air sérieux. Il s'arrêta à l'estrade et s'éclaircit la gorge, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. En raison de préoccupations éthiques et de plaintes déposées, commença le fonctionnaire d'une voix ferme mais calme, le juge Raymond a été récusé de cette affaire. Une nomination temporaire a été faite. Les mots flottèrent dans l'air comme une tempête soudaine, et un silence étrange s'abattit sur la salle. Les murmures qui suivirent furent bas, confus et teintés d'incrédulité. Le juge Raymond était celui qui supervisait l'affaire depuis le début. Sa récusation était inattendue et troublante. Des questions planaient, muettes mais lourdes. Pourquoi a-t-il été récusé? Que se passait-il en coulisses? L'officier se tourna vers la porte, restée entr'ouverte. Un bref silence. Puis la porte s'ouvrit brusquement. Et l'instant d'après, une silhouette apparut derrière elle. La salle d'audience sembla retenir son souffle lorsque Desmond Carter, vêtu de la robe noire de juge, entra dans la pièce. Un halètement collectif parcourut la galerie. Desmond, à cet instant, avait tout à fait l'allure du rôle. Grand et imposant, la robe flottant autour de lui, agissant avec détermination, une présence plus grande que nature. Son expression était posée, mais il y avait une flamme indéniable dans ses yeux, une force tranquille qui rayonnait vers l'extérieur. La transformation était tout simplement époustouflante. Ce n'était plus l'homme qui avait été humilié dans cette même salle d'audience quelques semaines auparavant. Non, c'était un homme qui avait pris le contrôle, qui avait saisi l'occasion, et, ce faisant, avait transformé la nature même de la procédure. Briggs, assis dans le fauteuil de l'accusé, se figea. Ses yeux s'écarquillèrent, son air suffisant vacillant tandis qu'il digéra la scène. L'homme sûr de lui et arrogant qui avait décrit joyeusement ses actes quelques jours plus tôt, se retrouva sans voix, la bouche entr'ouverte, incapable de saisir l'énormité de la situation. Desmond, réduit à l'état de simple pion aux yeux de Briggs, était désormais le maître des lieux, celui qui allait dicter le cours de la journée. La salle explosa dans une cacophonie de halètements, de murmures et de murmures stupéfaits. Les avocats, les spectateurs, les journalistes, tous étaient sous le choc, peinant à concilier l'image de l'homme menotté quelques semaines plus tôt avec la silhouette qui se tenait devant eux. Ce n'était pas une simple nomination temporaire, c'était un moment de justice poétique qui se déroulait sous leurs yeux. Desmond était passé de victime à vainqueur en quelques semaines, sa résilience silencieuse étant désormais le moteur d'un tribunal qui lui avait autrefois tourné le dos. Desmond monta sur le banc avec une grâce presque royale, le poids de l'instant s'abattant sur lui comme un manteau. Il s'assit, ajusta sa robe, et pendant un long moment, il observa simplement la salle. Son regard se posa sur Briggs, qui le fixait toujours, les yeux écarquillés et sans ciller. Les lèvres de Desmond s'étirèrent en un léger sourire, un sourire qui ne trahissait aucune malice, seulement un triomphe discret. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il ne s'agissait pas de faire honte à Briggs pour sa défaite. Il s'agissait de s'assurer que justice soit rendue, que le système soit enfin tenu responsable de ses actes. Un silence gêné s'abattit sur la cour lorsque Desmond leva son marteau, dont le bruit résonna violemment sur le bois. Il regarda la salle d'une voix claire et posée lorsqu'il ouvrit l'audience. Le changement de pouvoir avait commencé, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Desmond Carter, autrefois réduit au silence par l'injustice, tenait désormais les rênes. Et à cet instant, en regardant les visages stupéfaits dans la salle,
il comprit que ce n'était que le début. Le processus de changement était en marche, et rien ne pouvait l'arrêter. Le silence s'était installé dans la salle d'audience, mais la tension était palpable. Desmondes, assis haut sur le banc, le regard fixe, observait les officiers s'avancer pour appeler leurs premiers témoins. Le son de son marteau résonnait encore dans l'air, et pendant un instant, il eut l'impression que le monde entier retenait son souffle. Desmondes sentait le poids de chaque regard présent dans la salle, certains incrédules, d'autres avides de justice, d'autres espérant que ce moment passerait sans que l'ordre qu'il connaissait depuis longtemps ne soit plus perturbé. Mais Desmondes n'était pas là pour laisser passer cela. Il n'était là que pour aller jusqu'au bout, jusqu'au bout. L'officier Briggs fut appelé à témoigner en premier. Son attitude, autrefois si assurée, était désormais bien loin de ce qu'elle avait été ce jour-là. Lorsqu'il se leva, l'assurance qui marquait chacun de ses pas sembla s'être évaporée. Ses épaules étaient affaissées, et son sourire narquois habituel avait disparu. Briggs se traîna jusqu'à la barre, jetant un regard nerveux au juge qui avait autrefois été une figure d'autorité sur lui, devenu un homme qui n'était plus que le reflet de ce qu'il avait tenté de briser. Desmondes ne quitta pas Briggs des yeux, mais il n'y avait aucune jubilation dans son regard, aucun sourire narquois, juste la concentration froide et clinique d'un homme déterminé à découvrir la vérité. Les questions arrivèrent lentement au début, mais elles étaient vives et précises. La voix de Desmondes était calme, presque apaisante, mais ses mots étaient d'une précision chirurgicale. Il commença par aborder les incohérences du rapport de Briggs, déconstruisant lentement chaque phrase, chaque affirmation formulée avec un soin méticuleux. L'interrogatoire de Desmondes ne se précipitait pas. Il n'eut pas besoin d'élever la voix, ni de faire de grands gestes. Il parle simplement, et chaque mot semblait révéler la vérité de la situation. Une vérité que Briggs cherchait désespérément à enterrer. L'arrogance, qui avait autrefois été son bouclier, commença à s'effondrer sous le poids de l'examen discret mais implacable de Desmondes. Briggs s'agitait sur son siège, les mains tremblantes, tandis qu'il répondait aux questions. Ses paroles devenaient de plus en plus décousues, plus défensives à chaque nouvelle question. Desmondes ne fléchissait pas. Il s'enquit des menottes, du trouble à l'ordre public, et à chaque fois, les réponses de Briggs devenaient moins assurées, plus balbutiantes. Il n'était plus l'agent qui marchait autrefois la tête haute, confiant que le système le protégerait. Maintenant, c'était un homme prisonnier de ses propres mensonges, luttant pour préserver sa façade. Desmondes marqua une pause, le regard fixé sur Briggs. Il parcourut la salle d'audience du regard, chaque œil rivé sur lui, scrutant chacun de ses mouvements. La salle était silencieuse, et dans ce silence, Desmondes sentait le poids du monde sur ses épaules. Mais il ne broncha pas. Il en était déjà là. Personne n'allait le réduire au silence. Desmondes appela ensuite ses témoins. L'huissier, qui avait observé silencieusement toute l'épreuve, fut le premier à témoigner. Desmondes lui demanda de raconter les détails de l'incident, le moment où Desmondes avait été extirpé de force de sa voiture. La voix de l'huissier était posée, mais on y lisait une hésitation, une compréhension tacite que ce qui s'était passé était loin d'être banal. Il décrivit la façon dont Desmondes était resté calme, posé, malgré l'agression qu'il avait subie. L'huissier ne pouvait le nier. Desmondes avait été un modèle de dignité, malgré tout ce qu'on lui avait fait subir. Suivant vint l'avocat commis d'office, un homme qui avait été bien trop prompt à rejeter la cause de Desmondes. Il se tenait là, l'air presque penaud, son apathie passée face à la situation critique de Desmondes, transparaissant désormais dans ses balbutiements. Desmondes ne le pressa pas trop. Il n'en avait pas besoin. Les paroles de l'avocat portèrent plus atteinte à sa propre crédibilité que Desmondes n'aurait pu l'espérer. Il se contenta de demander d'un ton calme et mesuré pourquoi l'aide juridictionnelle n'avait pas pris le cas de Desmondes plus au sérieux dès le départ. Il était clair pour le tribunal que le système, qui avait promis de défendre Desmondes, l'avait trahi bien avant cet incident. Le défenseur tâtonnait dans ses réponses, butant sur des excuses, les failles du système étant désormais trop visibles.
Finalement, Desmondes appela l'agent chargé d'amener les tondeuses sur les lieux. Assis à la barre, le regard nerveux de l'agent parcourut la salle. Il avait considéré son rôle dans l'incident comme une simple tâche parmi d'autres, mais maintenant, sous le regard fixe de Desmondes, il avait l'impression que la vérité lui tombait enfin dessus. Desmondes lui posa des questions simples. Pourquoi les tondeuses avaient-elles été amenées? Qui en avait donné l'ordre? Et si un réel souci de sécurité justifiait cet acte? Les réponses de l'agent étaient hésitantes, pleines de contradictions. Il était clair qu'il n'avait pas remis en question ses ordres à l'époque, et il prenait maintenant conscience des conséquences de son inaction. Durant tout ce temps, Desmondes ne perdit jamais son sang-froid. Sa voix resta égale, son attitude calme, mais chaque mot était un coup calculé. Il n'était pas là pour faire une scène. Il n'était pas là pour crier ou supplier. Il était là pour exposer la vérité, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à nier. Et puis vint le moment qui allait tout changer. Desmondes leva les yeux de ses notes et, pour la première fois, un petit sourire entendu illumina ses lèvres. Il avait un dernier élément à présenter. La salle d'audience, désormais suspendue à ses lèvres, se figea tandis qu'il attrapait un dossier à côté de lui. Il en sortit une clé USB, la brandissant à la vue de tous, avant de la placer dans le bac à preuves. Un silence sourd s'abattit sur la salle lorsque le projecteur s'alluma et que l'image d'une caméra de sécurité apparut à l'écran. La vidéo montrait Briggs debout dans un coin de la cellule de détention provisoire, observant avec un sourire indéniable le rasage forcé de Desmondes. L'image était granuleuse, mais le rire était audible, bas, moqueur et indéniablement cruel. Le silence se fit. Le visage de Briggs devint blême. Sa posture s'affaissa et il baissa la tête, incapable de soutenir le regard de qui que ce soit. Le sourire narquois qu'il avait autrefois défini, qui lui avait donné tant d'assurance, avait disparu. Son humiliation était totale. Desmondes ne regarda pas Briggs. Il n'en avait pas besoin. Les preuves étaient irréfutables. La vérité était connue et elle flottait dans l'air comme un nuage noir qui ne voulait pas se dissiper. Desmondes se renversa dans son fauteuil, les yeux rivés sur l'écran, mais son esprit était déjà concentré sur la prochaine étape. Ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. La dynamique du pouvoir avait basculé. Desmondes avait pris le contrôle, et maintenant le monde verrait ce qu'il pouvait en faire. Briggs, vaincu et silencieux, n'avait plus de réponse. La salle d'audience ne pouvait qu'attendre la suite. La salle bourdonnait de murmures tandis que Desmondes terminait ses dernières déclarations, le poids de sa décision flottant dans l'air comme un épais brouillard. Il prit une longue inspiration, se tenant droit sur le banc, tandis que la salle retenait son souffle. Plus besoin de théâtre maintenant, plus besoin de grands discours. Il avait déjà parlé par ses actes, par les preuves, par la dureté de ses questions. La voix de Desmondes, bien que calme, exprimait la force de quelqu'un qui avait enduré plus que la plupart ne pouvaient l'imaginer, et pourtant demeuré inébranlable. D'une main ferme, il examina les faits une dernière fois, regardant droit dans les yeux l'agent Briggs, assis, voûté sur sa chaise, le visage décoloré. Le regard de Desmondes était inflexible, non pas par désir de vengeance, mais parce qu'il avait quelque chose de bien plus important à rendre. La justice. La loi avait été contournée et enfreinte, pas seulement dans cette affaire, mais aussi dans la façon dont Desmondes avait été traité depuis le moment où il avait les mains menottées. C'était une injustice silencieuse qui s'était glissée entre les mailles d'un système conçu pour protéger, mais Desmondes n'allait pas la laisser passer inaperçue. Sa décision fut prise sans hésitation. Il jugea que l'agent Briggs avait violé non seulement les droits civiques de Desmondes, mais aussi ses droits humains. Une atteinte à sa dignité fondamentale, une force utilisée non pas pour faire respecter la justice, mais pour dégrader, humilier et écraser. Briggs avait franchi une ligne, une limite incontournable. La voix de Desmondes était claire et ferme lorsqu'il prononça cette déclaration.
ces mots résonnant dans le silence stupéfait de la salle d'audience. À la lecture du jugement, le silence se fit encore plus profond dans la salle. La tension était palpable, mêlée d'incrédulité et de crainte. Desmondes avait fait ce que personne n'attendait. Il avait renversé la situation contre le système même qui avait été mis en place pour le réprimer. Et puis, comme si l'acte final de cette justice n'était qu'une conclusion naturelle, Desmondes ordonna à Briggs de rendre son insigne sur-le-champ dans la salle d'audience. Ce n'était pas seulement symbolique, c'était une déclaration. La carrière de Briggs, son pouvoir et son influence s'évaporèrent en un instant. La salle, stupéfaite, observa Briggs, trop fier pour dire un mot, se lever et remettre son insigne, l'objet de son ancienne autorité, devenu symbole de sa disgrâce. Desmondes ne broncha pas lorsque Briggs quitta la barre, les épaules affaissées, le regard perdu dans le vide. Pas de danse de la victoire pour Desmondes, pas de triomphe dans sa poitrine. Son travail n'était pas terminé, il ne faisait que commencer. Mais pour l'instant, justice avait été rendue. Desmondes prit une profonde inspiration et se leva, le marteau à la main, l'air immobile, presque serein. Sa décision avait été prise non seulement pour lui, mais aussi pour tous ceux qui avaient été réduits au silence par le poids du système pendant bien trop longtemps. Lorsque l'audience fut finalement levée, Desmondes sortit de derrière le banc. Les bruits de la salle d'audience s'estompèrent, tandis qu'il se dirigeait vers la sortie d'un pas assuré et résolu. La porte s'ouvrit et un souffle d'air soudain venu du monde extérieur le frappa comme un coup de poing. L'air froid et vif du matin semblait percer la chaleur persistante de la salle d'audience, mais Desmondes était concentré. Alors qu'il émergeait dans la rue, le monde extérieur l'attendait. Les manifestants étaient rassemblés en rangs silencieux, leurs pancartes brandies, leurs visages exprimant un mélange d'espoir et d'incertitude. Les journalistes se tenaient prêts, leurs appareils photo à la main, impatients d'immortaliser ce moment, mais il n'y eut ni acclamation ni fanfare. Desmondes ne fut pas accueilli en héros. Au contraire, un silence indéniable régnait. Les spectateurs ne crièrent pas son nom, ni ne levèrent le poing en signe de victoire. Ils observèrent simplement. Certains yeux étaient emplis d'admiration, d'autres de curiosité. Desmondes n'était pas là pour les applaudissements, ni pour la gloire. Il ne l'avait jamais demandé. Debout devant la foule rassemblée, Desmondes sentit quelque chose changer en lui. Il n'y avait aucune jubilation, aucun désir de se réjouir de la justice qu'il avait obtenue. Il n'avait pas besoin de validation. Ce qui comptait désormais, c'était le poids de la vérité, la force tranquille qui résultait de la résistance face à l'adversité, la certitude d'avoir fait le bon choix, même lorsque ce n'était pas facile. Alors que les caméras prenaient des photos, la foule restait immobile. Desmondes marqua une longue pause, scrutant la multitude de visages devant lui, avant de s'avancer et de s'adresser à tous. Sa voix, bien que douce, avait une portée indéniable. Ses mots brisèrent le silence. Simple mais puissant. Ce n'est pas une vengeance, c'est la vérité. Et elle était attendue depuis longtemps. Les mots flottaient dans l'air, résonnant chez chaque personne dans la foule. Ce n'était pas un cri de ralliement. Ce n'était pas un appel à la compassion. C'était une déclaration. L'affirmation silencieuse de quelque chose de bien plus important que la victoire. La vérité. Celle qui avait été trop longtemps enfouie, trop longtemps ignorée, mais qui, à cet instant, était dévoilée à tous. Desmondes se tenait là, le regard fixe, tandis que la foule commençait à s'agiter. Les manifestations, les caméras, le bruit, tout cela n'était plus au centre de l'attention. C'était la vérité qui comptait désormais, la vérité qui avait percé les mensonges et les défenses. Le pouvoir avait basculé, non par la force, mais grâce à la force silencieuse et inflexible de l'engagement d'un homme pour ce qui était juste. Desmondes n'avait pas été brisé, il n'avait fait que gagner en force, et tandis qu'il se tenait là, le regard fixé sur le monde, il savait que ce n'était que le début. Le système ne l'avait pas vaincu, il avait en fait commencé à le démanteler, et rien n'allait l'empêcher d'aller jusqu'au bout. Le soleil était bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur les marches du palais de justice, baignant la scène d'une douce lueur ambrée.
C'était la fin de l'après-midi, et l'air était d'une certaine fraîcheur, un soupçon de changement. Le visage de Desmond, autrefois tendu et chargé d'un poids inimaginable, paraissait désormais plus serein, même si de légères rides d'épuisement traçaient encore ses traits. Il était en paix, une paix qui lui avait longtemps échappé, avant les tribunaux, avant le scandale, et même avant le combat pour la justice qu'il avait mené. Désormais, la vérité l'avait non seulement libéré, mais lui avait offert une vie qu'il commençait à embrasser avec un sens qu'il n'avait pas pleinement perçu auparavant. Jalen s'approcha, d'un pas rapide mais sans précipitation. Le jeune garde avait changé lui aussi. Sa posture était plus grande, plus assurée, et il y avait une flamme dans ses yeux qui n'avait brillé qu'après avoir vu de près le combat de Desmond. Jalen avait postulé à des facultés de droit avec l'aide de Desmond, un mentorat qui s'était développé au fil des semaines, à mesure que leurs liens se renforçaient. Jalen avait accueilli avec enthousiasme la transition de garde à aspirant avocat, porté par l'idée que le monde, aussi injuste soit-il, pouvait encore changer, se racheter. Assis à côté de Desmond, leur conversation était à la fois sereine et calme. Les deux hommes s'installèrent dans une camaraderie qui témoignait plus de compréhension que de paroles. La lettre dans les mains de Desmond trembla enfin lorsqu'il ouvrit l'enveloppe, le papier impeccable, presque immaculé par sa simplicité. Il la tint un instant, lisant les mots qui allèrent changer le cours de sa mission. Il s'agissait d'une bourse d'études accordée par une fondation qui aide les jeunes noirs à percer dans le domaine juridique. Le regard de Desmond s'attarda sur les mots, sentant une bouffée d'espoir familière monter en lui. C'était plus qu'un simple soutien financier. C'était une confirmation tangible de ce qu'il avait entrepris. La fondation avait approuvé son programme, une vision née du travail qu'il avait accompli pendant son procès. Ce programme ouvrirait la voie aux jeunes noirs, dont beaucoup venaient de communautés où le système judiciaire les avait abandonnés, pour non seulement intégrer le secteur, mais aussi y prospérer. Il ne put s'empêcher de sourire, un léger sourire aux lèvres, non pas par fierté, mais avec la conviction que quelque chose de concret commençait à prendre forme. Desmond plia soigneusement la lettre et la glissa dans la poche de sa veste, son regard se reportant sur Jalen. L'excitation du jeune homme était palpable, même si c'était une excitation discrète qui n'avait pas besoin d'être criée. Le poids de leur mission commune flottait entre eux, deux hommes, tous deux façonnés par les échecs d'un système défaillant, désormais prêts à le changer à leur manière. Le visage de Jalen s'illumina lorsqu'il se tourna vers Desmond, leur remerciement muet s'échangeant avec aisance. Desmond lui avait donné plus que de simples conseils, il lui avait donné de l'espoir, l'espoir qu'il existait encore des possibilités pour quelqu'un comme lui de s'élever au-dessus des limites d'un système qui n'était jamais censé le laisser s'élever. Mais l'instant présent ne se résumait pas à ce qui allait arriver. Desmond fouilla dans son sac et en sortit une petite boîte en velours. Elle était discrète au premier abord, le genre de chose que l'on pourrait négliger. Mais pour Desmond, c'était l'aboutissement d'un long et pénible voyage. Il ouvrit lentement la boîte, révélant les loques qu'il avait autrefois fièrement arborées. Elles avaient été coupées devant le tribunal, symbole même de qui il était et de ce qui lui avait été volé. Mais maintenant, ces loques étaient préservées dans la doublure de velours, un souvenir discret des paroles de son père. « Ceci est ta couronne. Ne laisse jamais personne te la prendre. » Desmond les contempla un long moment, non pas avec tristesse, mais avec paix. Le souvenir de son père persistait dans ses loques, dans l'héritage qu'elles représentaient. Mais plus que cela, elle symbolisait une victoire non seulement sur ce qui lui avait été volé, mais sur ce qu'il avait découvert en lui-même. En se les faisant raser de force, Desmond avait été contraint d'affronter quelque chose de plus profond, sa propre résilience, sa propre capacité à tenir bon face à tout ce qui cherchait à le briser. Il n'avait pas perdu sa couronne, elle lui avait simplement été révélée sous un jour nouveau. Assis là, tenant la boîte dans ses mains, Desmond ressentit un sentiment de clôture.
L'humiliation, la douleur, les épreuves, tout cela faisait partie du processus qui l'avait conduit ici, à ce moment de silence et de réflexion. Il n'était pas un homme défini par ce qui lui avait été enlevé, mais par ce qu'il avait construit, ce qu'il avait rendu au monde. Ces dreadlocks n'étaient plus seulement un symbole de défiance. Elles témoignaient de sa force, de son endurance et, finalement, de sa liberté. La voix de Desmond, douce et pensive, rompit le silence. Il ne s'adressait pas à Jalen, ni à l'univers. Les mots étaient pour lui, pour la personne qu'il était devenu, pour le chemin qu'il avait parcouru. Il murmura doucement, la vérité s'échappant de ses lèvres avec un sentiment de finalité. « Ils ne m'ont pas dépouillé, ils m'ont révélé. » Et sur ces mots, il referma la boîte, le velours doux reposant contre sa paume. Nul besoin d'explications supplémentaires, nul besoin de mots pour combler l'espace entre eux. La vérité avait déjà été dite, non pas dans les grands gestes des victoires judiciaires, mais dans des moments de calme comme celui-ci, dans le simple fait d'être assis ensemble, sachant que la bataille n'était pas terminée, mais qu'elle était pour l'instant gagnée. Desmond n'était pas seulement l'homme qui s'était battu pour sa dignité. Il était celui qui avait trouvé sa raison d'être. Alors que la caméra s'éloignait lentement, fondant au noir, la dernière image montrait Desmond assis dans la douce lueur du soleil de fin d'après-midi, le cœur apaisé, les yeux rivés sur un avenir qui n'était plus incertain. Le monde avait basculé pour lui, et ce n'était que le début. Le message était clair, la vérité avait été révélée, et avec elle, un avenir plus radieux que tout ce dont Desmond avait jamais rêvé.